chaîne qui donne envie d'agir. Soyez les bienvenus, nous sommes le 17 octobre 2018 en compagnie des BTS Communication 2e année de l'école Pigier de Saint-Herblain. Et voici notre troisième invité présenté par Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour David. Alors en effet, nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Magnien. Vous avez 51 ans, vous êtes psychothérapeute ou plutôt accompagnateur du changement comme vous le dites vous-même. Alors en arrivant chez vous, on a été un peu surpris car en plein centre de Nantes, on a eu l'impression d'être en pleine nature avec des ballots de paille, des maisons autoconstruites, si j'ai bien compris. Et quand on vous a rencontré, on a vu un homme serein et engagé. Est-ce que vous êtes serein et engagé ? Ouais, je crois, à force de l'âge, oui. Ouais, ça n'a pas changé. Je me sens comme ça cet après-midi. Jean-Philippe Magnien est notre troisième invité d'En Réussir. Et alors aujourd'hui, on vous accueille dans notre cabinet et c'est vous qui allez passer sur le divan et la psychothérapie de la radio va commencer. Vous avez génial. Ça va bien se passer. Vous avez déjà été radio accompagné comme ça ? Non, rarement. Ouais. Rarement. Même dans ma vie passée, ça n'a jamais été tenté. Ça n'a pas été tenté. Alors nous, on va tenter des trucs, puis vous allez nous dire si vous êtes à l'aise ou pas. Hein. Évidemment, vous avez le droit de ne pas répondre à certaines questions. Vous connaissez le principe. Lucas. Alors oui, Jean-Philippe, votre parcours commence à 16 ans en sport-études à Dijon, donc en basketball. Et 4 ans après, vous passez de joueur à carrément président de club. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, en fait, j'ai voulu être joueur professionnel et puis ça m'a vite passé. En fait, je suis passé du stade d'espoir au stade de désespoir. Et je dis ça avec le sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas facile à vivre quand j'étais adolescent. Et l'éducateur sportif de l'époque n'est pas l'éducateur d'aujourd'hui. C'était assez dur de vivre l'échec sportif. Donc mon premier échec, il a été sportif en fait. On a parlé d'échecs tout à l'heure, et là c'est une façon d'apprendre beaucoup de choses, j'imagine. Ouais, surtout quand un espoir aussi important. Oui, alors c'est complexe, il me faudrait l'après-midi sur le divan pour en parler, ouais. Mais allongez-vous là. Il y a à la fois la volonté des parents que l'enfant soit champion, mais il y a aussi après le rêve qu'on a nous-mêmes. Et je crois que j'ai rêvé pendant un petit moment que je pouvais l'être, et j'ai effectivement fait un sport-études qui a été une belle école de formation, une école de formation au collectif, mais aussi une école de formation à l'échec, parce qu'il y a peu d'élus. Donc voilà, ça a été pour moi une première étape importante. Et pour le coup, après, j'ai rebondi, puisque président de club, j'ai créé parce que j'avais une fibre sociale, mais c'est quelques années après, c'est à 23 ans. Donc là, on parlait, j'avais 16 ans. Et à 23 ans, je continue à jouer au basket en division nationale, mais pas en professionnel. Et j'ai créé le premier club de basket en fauteuil roulant à Dijon. Morgane. Et donc vous poursuivez sur le champ du handicap en créant une association d'accompagnement des personnes handicapées. Donc autrement dit, une première structure économique et solidaire. Est-ce que cette création elle représente pour vous votre première grande réussite ? Ouais, un premier accomplissement en tout cas. J'arrivais à lier à la fois, je disais ça en marrant à mes parents quand j'étais plus jeune, où je leur disais, j'ai fait la synthèse entre vous deux parce que j'avais un père chef d'entreprise et une mère assistante sociale. Et donc je créais une entreprise et je m'occupais, et j'avais une entreprise à vocation sociale. Vous l'avez dit en rigolant, mais il y a un peu de vérité dans tout ça. Ouais, il y avait de la vérité. Je les taquinais, mais il y avait de la vérité et de la fierté. Ouais. Vous qui accompagnez justement des parcours professionnels, personnels, ça j'imagine que c'est quelque chose que vous devez entendre souvent, la nécessité de trouver le juste compromis dans des missions qui parfois sont verbalisées. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous, tu seras un basketteur mon fils, et parfois, et peut-être la majeure partie du temps, qui ne sont pas conscientisées, y compris par les parents. Ouais, je sais pas si c'était tu seras un basketteur mon fils, c'était pas si clair que ça, c'était tu réussiras de telle façon mon fils. Et donc pour réussir de telle façon, il faut être soit un excellent musicien, soit un excellent sportif, soit un excellent entrepreneur, enfin ou un excellent politique. Ou un excellent politique. Ouais. Mais ça, il me l'avait pas dit, donc je pense que c'est pour ça que j'ai choisi la politique après, c'est parce que je voulais faire un contre-pied à mon père en fait. J'adore. Je l'ai jamais dit ça. Ah bon, vous l'avez jamais dit? Non, même à moi-même, donc le divan ça marche bien. Ça marche bien, vous vous rendez compte quand même de la performance que vous êtes en train de réaliser les 4 étudiants. Bravo à vous. Alima. Donc à 22 ans, vous sortez d'une école de commerce et vous devenez vendeur en solutions informatiques. Donc comment vous vivez cette expérience ? Ah bah là, ça n'a pas été un accomplissement.
Comment vous l'avez formulé? Un peu vulgairement, mon Yvan, Oui. mais entre nous, On s'en il n'y souvient. a pas plus de 2 millions d'auditeurs. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous vous souvenez? Oui. Je faisais du fric. En direct. Mais Ouais, je faisais du fric, mais je m'emmerdais, quoi. Je me faisais chier. c'est ça, voilà. C'est ça. Voilà, merci. Fin de l'émission. C'est bon, là dans la boîte. Mais c'est ça. C'est qu'il fait plus de politique, il n'y a pas besoin de le menacer. Le paradoxe, c'est que je faisais des choses qui avaient du sens dans ma vie sportive, ma vie d'engagement, même si c'était complexe à certains moments. Et j'ai fait une école de commerce qui avait rien à voir avec ce que j'avais envie de faire au fond. Et après, comme j'étais plutôt doué, j'ai déconnecté le sens de mon action en fait. Et j'ai pendant un moment cru que ça allait marcher et ça n'a pas marché longtemps en fait. Voilà. Vous saviez ce que vous ne vouliez pas? Est-ce que vous saviez déjà un petit peu ce que vous vouliez? Non, Opportunément. pas vraiment. Mais j'ai su très vite, grâce à cette expérience, et je les en remercie d'ailleurs, que je voulais pas bosser dans les sociétés d'ingénierie informatique et vendre des solutions informatiques aux experts comptables. Ça, je su tout de suite que je voulais pas. Et le paradoxe, c'est que malgré tout, ça marchait et je vendais plein de trucs, sans connaître les experts comptables et sans connaître les solutions informatiques. Et là, je me suis dit, il y a un problème quelque part. Il y a un problème de cohérence et j'étais pas heureux. Donc, très vite, en fait, je suis revenu à Dijon parce que j'étais parti à Strasbourg vivre et travailler. Et je suis revenu à Dijon et avec un ami avec lequel j'avais fait mon école de commerce, on a créé une association qui s'appelait Espace Développement, dont l'objectif était de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et alors, qu'est-ce qu'elle a? Il y a une question que je Alors, trouve oui. très juste, Morgane. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait cette association et qu'y a-t-il de Jean-Philippe dans cette structure? Elle a essayé de mettre en relation des entreprises. Alors, il faut se remettre dans le contexte. C'était le début des années 90. C'était la création d'un organisme qui s'appelait l'AGFIP. C'était le début d'une prise de conscience dans l'entreprise de l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc, il y avait des fonds investis pour permettre de prendre en charge les parcours d'accompagnement. Ce qu'il y avait de Jean-Philippe là-dedans, c'est que j'ai toujours aimé cultiver la différence. La différence des origines, la différence des parcours, la différence des accidents de vie. Et ça répondait à ça concrètement. Après, ce qui m'a gêné dans cette expérience, c'est qu'on était souvent en pansement et rarement en amont en travaillant sur de l'accompagnement qui était plutôt sur la ressource. Les gens avaient chuté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on nous les envoyait pour travailler avec eux. Alors Trop que tard. moi, je disais pas, non, c'était pas trop tard, mais c'était beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, alors qu'on aurait pu travailler avant dans de l'accompagnement. Et c'est ce qui se passait dans l'insertion professionnelle plus généralement, pas seulement avec les personnes en situation de handicap. Il y avait souvent une politique de la réparation plutôt qu'une politique de la prévention. Clémence. Alors, en effet, Jean-Philippe, à 25 ans, vous créez une association de formation et d'insertion. Parce que je vous cite, il n'y a pas assez d'humains dans le monde de l'entreprise, selon vous. Ça répond à quel besoin chez vous? Ça répond à un besoin que j'ai toujours aujourd'hui, c'est-à-dire de rassembler ce qui est rarement rassemblé en fait. En tout cas qui est de plus en plus, parce que quand j'écoute les 2 premiers invités, je me dis qu'avec leur parcours très différent, on dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que le clivage entre l'économique et le social, pour moi, il ne me parle pas. Parce qu'une entreprise qui ne fait que du développement économique et financier, elle marche moins bien aujourd'hui que celle qui met de l'humain. Et il y a quelques jours, j'étais à Valence où j'animais une rencontre qui s'appelait Nouveau pouvoir, nouveau leader avec un réseau d'entrepreneurs. Et j'ai entendu des témoignages de chefs d'entreprise qui aujourd'hui à 51 ans me font chaud au cœur parce qu'il y a aujourd'hui de l'entrepreneuriat social, il y a de l'entrepreneuriat solidaire, y compris dans des entreprises dites traditionnelles. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire ce qui m'animait à l'époque, m'anime encore aujourd'hui, c'est de casser les barrières, quoi, décloisonner. Et c'est ça l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, Exactement. dans lequel vous allez mettre les pieds. 99, Lucas. Donc oui, en 99, vous avez envie de changer d'air. Vous hésitez entre Nantes et Toulouse. Bon, évidemment, vous choisissez Nantes, on comprend pourquoi. Et vous travaillez à mi-temps à l'union régionale de la BGE, ce qui veut dire boutique de gestion des entreprises. Et qu'est-ce qui vous attire dans la création d'entreprise à ce moment-là? Alors, il y a 2 choses qui m'ont attiré à cette période. Bon, d'une part, j'arrivais à Être Nantes. loyal à son papa. Non, parce que C'est là, une hypothèse. Là, j'ai fait 700 km pour m'en éloigner. Ouais. Ah oui, mais du coup, Et je pense qu'on s'est mieux aimé après d'ailleurs. Même c'est ça qui a été extra à vivre. Mais bon, ça c'est un autre chapitre. Mais en tout cas, en 99, quand j'arrive, je décide 2 choses. 1, de prendre mon temps avec mon fils qui a 18 mois. Et 2, de prendre mon temps pour moi, pour voir ce que j'ai envie de faire. Et il se trouve que je m'engage à cette période en politique, mais on y viendra peut-être après. Et c'est à ce moment-là que je commence vraiment la politique, même si pour moi j'en ai fait avant.
et que je travaille à la boutique de gestion à mi-temps sur la question de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, mais sur des aspects pas spécialement sur leur projet, mais sur tout l'environnement du projet. Et notamment sur l'environnement humain d'un projet de création, comment je gère ma vie quand je crée mon entreprise. Et ça, c'était vraiment sur ça que je travaillais avec des groupes, avec des collectifs, sur quelque chose d'assez expérimental. Oui, à c'est l'époque. ça, vous étiez dans de l'ingénierie d'action, Oui. c'est ça. Et déjà un peu de l'accompagnement psy, puisque parallèlement, je commençais aussi ma formation pour être thérapeute. Morgane, on arrive véritablement à l'économie sociale et solidaire et puis à la politique. Oui, donc déjà investi dans l'économie sociale et solidaire, vous vous dites « je vais voir les verts ». Ce sont donc vos premiers pas dans la politique, donc tout va très vite, vous n'avez pas le temps de vous installer qu'on vous contacte déjà. Vous rencontrez François de Rugy et vous vous retrouvez dans Vous les savez qui listes. c'est, François de Rugy? C'est un chanteur. Non, c'est un grand sportif. Et C'est un donc, grand sportif? Je crois pas, non. Mais bon. et donc vous vous retrouvez Moi, dans je les l'ai déjà listes. vu faire du vélo pas mal de fois. Et donc Pardon. vous vous retrouvez dans les listes de Jean-Marc Ayrault pour le Parti Vert en 2001. Donc qu'est-ce qui vous attire dans la politique à ce moment-là? Et pourquoi les verts? Il y a plus de place que dans d'autres Non, je couleurs? pense qu'à cette époque-là, je me posais pas ces questions comme ça. Je crois, c'est un facteur de circonstance en fait. En 99-2000, Jospin est Premier ministre et il nomme un vert à l'économie sociale et solidaire. Et moi, il se trouve que j'avais créé des pôles d'économie solidaire en Bourgogne avec l'association dont je parlais tout à l'heure, qui avait évolué dans sa vie. Et à cette époque, je me suis impliqué dans pas mal de rassemblements nationaux sur l'économie sociale et solidaire. Et comme au basket, j'étais déjà capitaine, j'avais un petit côté leader, et ben j'étais leader économie sociale et solidaire. La Et- définition en deux mots, parce que c'est quand même un grand expert de l'économie sociale et solidaire, mais le grand public ne connaît pas vraiment ce terme-là. En deux mots, c'est quoi l'économie sociale et solidaire? Bah, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui met l'homme au service de l'économie. Non, je rigole. Dommage, j'y ai cru un instant. Il y a cru un Il y a instant. un moment, j'ai- je me suis dit, il va j'ai- balancer les violons. Non, tu n'auras Non. pas de dossier aujourd'hui. Alors, dommage. Non, c'est comment l'homme est au cœur de l'activité économique, au sens d'une économie plus coopérative, associative, et qui hybride ses ressources entre les ressources privées, publiques et ce qu'on appelle le non monétaire, c'est-à-dire l'engagement volontaire, bénévole, etc. Et c'est comment, au sein même d'une même entreprise ou d'une même activité, on hybride tout ça, on rassemble tout cela, et que c'est plus performant à la fois économiquement et humainement. Vous avez été un artisan, alors vous étiez quelques-uns, mais un artisan majeur du développement de l'économie sociale et solidaire à la nantaise, à la mode plus largement de la Loire-Atlantique et de l'Ouest. Mais à Nantes, on a quand même un sacré laboratoire et on est cité en référence dans toute la France pour cette capacité à mettre en réseau les acteurs et notamment via l'association Les Écosolides. Ouais, c'est un petit peu mon bébé. Je l'ai lâché depuis, mais Ouais. mais ça a été pendant quelques l'avez années délégué. mon bébé. Ça s'appelait pas les Écosolies à l'époque, mais on a L'interréseau. rassemblé l'interréseau de. On s'est rencontrés à cette époque, cher Oui, David. bien sûr, tout à fait. Et ça fait un bail. Oui, ça commence à faire. Et oui, on avait rassemblé un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui étaient déjà bien dynamiques sur le coin. Et il se trouve qu'à cette époque, Jean-Marc Ayrault, sans vraiment intégrer ce que c'était au fond, m'a fait confiance. Je peux le dire. Enfin, il y avait vraiment une confiance, pas aveugle, mais ça a l'air de toucher des gens, des acteurs, des réseaux. Je comprends pas bien le lien qu'il y fait, mais on va y aller. Alors, sans lui enlever son mérite, vous allez reprendre votre récit très rapidement, mais est-ce que c'est pas d'abord politique, c'est-à-dire, tiens, les Verts, c'est plutôt leur truc à eux, et puis comme moi je sais pas faire, Jean-Philippe Magnin va le faire. Sincèrement, il n'y avait pas que ça. Et je peux le dire aujourd'hui, j'ai aucun enjeu Oui, bien sûr. à lui passer de la pommade ou à lui dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc je le dis sincèrement, il m'a cru sans vraiment savoir où ça allait. Et on a fait un gros événement en 2006 qui a coûté beaucoup d'investissements publics sur les bords de l'île de Nantes avant que ça soit construit véritablement. Et il y a eu 30 000 personnes rassemblées sur 3 jours pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Ça a été un peu ça l'origine des Écosolides, du Solilab, etc. Et à l'époque, passer 800 000 euros de subvention sur un projet comme ça pour l'économie sociale et solidaire, ça se voyait dans l'économie plus traditionnelle, mais ça ne se voyait pas dans l'économie sociale et solidaire. Et donc ça veut dire qu'il y avait une confiance, qu'il y avait une intuition que j'avais moi depuis longtemps, mais qui a été partagée par d'autres, dont le maire de l'époque. Clémence. Un matin. Encore un matin. Oui, alors un matin, vous vous levez et là, vous nous avez dit quelque chose d'assez surprenant. Est-ce que vous en souvenez? Ah oui,
Par rapport à la politique. Par rapport, oui, à la... Vous regardez votre planning et Ouais. Ouais, mais je me souviens bien, ouais. Bah, heureusement. J'ai cru que vous Allez. vous rappeliez du matin où vous vous êtes levé. Non, parce qu'en plus, je suis plus du matin, moi. Ouais. Donc je me lève tôt, donc ça va. Ce qui se passe ce Ouais, je jour-là. m'en rappelle. Bon, entre les périodes qu'on évoque où je commence la politique et la période que vous évoquez là, il y a 13-14 ans. Donc j'ai déjà beaucoup expérimenté, passé de temps à faire de la politique, donc, dont un passage au conseil régional. Donc pour expliquer le matin, c'est aussi 13-14 ans, voire 15 ans d'expérience politique. Et où je me dis, en regardant mon agenda, il y a les 3/4 des réunions que j'ai cette semaine, j'ai pas envie de les vivre. Et deuxième constat, les 3/4 de ces 3/4, j'étais à l'époque vice-président du conseil régional, c'est moi qui les ai planifiés. Quelle idée. Donc là, je me dis, sans doute qu'il est temps de dire stop et de changer. Et ça ne veut pas dire par là que j'étais désabusé, mais ce qu'il fallait, c'était le signal pour moi qu'il fallait passer à autre chose dans ma vie. Et 15 ans en politique, c'est déjà beaucoup. Ça, je dis à ceux qui restent 40 ans parce qu'on souffre d'un système où les gens restent sur la durée et que 15 ans d'engagement politique et de poste d'élu, c'est déjà beaucoup. Il y a un ministre qui vous regarde là, que vous connaissez bien. Parlez-lui. Pour pas qu'il reste Il me regarde trop là longtemps. Bah, il vous regarde à la télé en tout Ah, cas. c'est vrai, oui. Pas en direct, mais en différé. À François Ouais, François par exemple, que vous avez bien Ah, connu. on s'est François on s'est Drogier. bien connu. Ouais. Je pense qu'il va en faire. Déjà, il en a fait plus longtemps que moi à ce jour, Ouais. donc je pense qu'il va y rester plus longtemps que moi. Mais on a deux parcours différents. Il avait dit quand Et en il même était temps, plus jeune, quand il était étudiant, qu'il en ferait un métier. Oui. Ouais. Mais alors, pour le coup, je pense que sur ça, il a raison. Il a C'est raison. qu'il y a une grande hypocrisie de faire croire que c'est pas un métier. Sauf que moi, je lui dis à ce moment-là, ok, c'est un métier, mais c'est qu'un passage de vie. C'est-à-dire qu'il faut le limiter dans la durée. Si c'est un métier à vie, c'est pas possible. Parce que moi, si vous voulez faire croire que c'est pas un métier, alors qu'on y passe 50 heures ou 60 heures par semaine quand on est, comme moi, j'ai été adjoint d'une ville ou vice-président d'une région, j'y passais 50 à 60 heures. Il n'y a pas le temps de faire autre chose. Donc dire on fait de la politique et à côté on continue son activité, pour moi c'est illusoire. Par contre, qu'on dise il faut y rester 40 ans, là je suis plus d'accord. Donc il faudrait limiter à 2 mandats dans la durée. Et là effectivement, on n'est pas d'accord là-dessus avec François. Mais sincèrement, comme il est ministre aujourd'hui sur une cause qui m'est chère, je lui souhaite malgré tout de réussir. De rester et puis de rester voilà, Mais de du réussir. coup, le temps qu'il faudra. Du coup, qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à saturation? Oh, c'est mon parcours aussi, hein. C'est ma personne. Moi, j'aime bien me remettre en cause, j'aime bien faire des virages, des fois à 90, des fois à 180. Pour pas qu'on vous attrape. Pour garder Bon. votre liberté. Oui, pour garder une liberté, ouais, je pense. Et puisqu'on parlait de mon père tout à l'heure, il est décédé maintenant il y a 3 ans. Et quelques mois avant, il était souffrant. Et il me dit, Jean-Philippe, j'ai une chose à te dire, sois un homme libre. Et ça m'est resté parce que j'ai envie de vous le dire aussi à vous. Et ça a été dit d'ailleurs dans les témoignages avant. C'est gardez votre liberté. Quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, gardez votre liberté d'humain. Parce que c'est ça qui fait en quelque sorte que vous avez votre vie en main. Et c'est l'une des réponses à la question qu'on posera tout à l'heure. Comment gérer son ego? Comment l'identifier? Peut-être en dépendant d'abord de soi-même pour mieux rencontrer l'autre. Alors ça, c'est tout un débat, mais je ne sais pas si je réponds sur l'ego tout de suite. Tu vois, s'il y a Non, un on, va débat pas- tout- on va laisser un petit peu sous pied. Lucas, Alors oui, moi je vous propose un léger saut en arrière. En 2006, vous êtes certifié psychothérapeute, mais ce n'est qu'en 2014 que vous exercez cette fonction. Alors vous redevenez un petit peu un entrepreneur comme les autres, c'est un peu le retour des affaires ou pas? Ouais, c'est quand j'arrête la politique, je rouvre mon cabinet que j'avais déjà ouvert en 2006-2007 en parallèle de la politique, mais comme je le disais auparavant, là j'ai fait l'expérience que c'était extrêmement difficile d'avoir les fonctions qui étaient les miennes et de continuer mon mandat comme il était. Donc j'ai mis en sommeil mon activité entre 2010 et 2015 et j'ai rouvert en 2014 réellement, progressivement. Et il m'a fallu 2 ans pour créer une activité en tant que telle. Et il n'y a que depuis l'année dernière que j'ai une activité professionnelle à plein temps que j'ai retrouvée après 2 ans de transition. Et là, le système, il est quand même bizarre en France, puisqu'on ne permet pas à des gens qui s'engagent en politique d'avoir un statut et d'avoir une protection pour ça. Donc heureusement que j'avais des proches et que ces proches ont pu m'aider, parce que sinon ça aurait été compliqué, je pense. Il y a J'aurais encore dû du chemin. rester, sans doute, comme certains font. ah oui, Oui, je pense. Certains restent pas que par plaisir, je pense. vous avez regretté à un moment Non, de partir? très sincèrement, j'ai jamais regretté. Et je le dirais sincèrement si c'était le contraire. J'étais tellement passionné par ce que j'allais entamer
Et ça parle de politique aussi, puisque ça parle de transformation personnelle et transformation Et ça sociale. parle d'effacement aussi pour le coup. Quitter complètement Oui. les projecteurs. Oui, alors ça, il y a un phénomène, je m'y Pour écouter étais les préparé, mais par exemple, il y a un petit truc qui s'appelle le smartphone, là. Il sonne tout de suite, beaucoup moins. Ouais. Et en même temps, ça fait aller très vite vers l'essentiel, voilà, sur soi-même et sur les gens qu'on aime, sur les gens avec qui on a envie d'être en lien. Et je crois que c'est important. Ça m'a permis en tout cas de me recentrer. Vous l'avez regardé, vous l'avez imploré certains jours en vous disant mais sonne donc. Oh, ça a bien dû m'arriver une ou deux fois, ouais, je pense. Ouais. Parce qu'il y a une forme d'addiction pendant la période d'engagement qui est forte, où on se laisse. Enfin, moi, je me suis laissé un peu dépasser par certaines choses. Ouais. Par quoi? Par l'ego. Puis on parle du sujet. Oh, qu'est-ce qu'on a bien fait de l'inviter quand même. Les trois sont nickel pour le débat tout à l'heure, nos trois invités. Morgane. Oui, et donc quand on vous demande en quoi consiste votre métier, vous nous dites c'est une sorte de thérapie de l'écologie relationnelle. Donc vous entendez quoi par écologie relationnelle? Vous restez toujours dans l'écologie en fait, vous. Ouais. Peut-être que en vivant dans des maisons isolées en paille, auto-construites et en faisant ce métier, j'ai l'impression d'être plus écologiste aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais élu écologiste. Mais ça, c'est mon trip perso. Hein. J'ai l'impression que je suis Parce plus... que vous preniez 5-6 courses de taxi comme Jean-Vincent Placé quand vous étiez élu. Joker. T'allais chercher ça. Bah quand Joker. même. Non, vous n'avez pas entendu parler de ça? Bon, Si, évidemment, mais ça quand fait vous regarderez longtemps. les images Fallait sur envoyer Internet, Ça fait longtemps. ce sera totalement Ça fait intemporel. longtemps. ce Non, que mais je viens de ça fait partie du sujet du débat, ça, ce que tu dis là, c'est-à-dire que l'hypertrophie de l'ego en politique, ça peut générer des excès, et je pense qu'il y en a qui s'y perdent. Moi, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça, et j'évite de commenter, en tout cas, ces faits divers-là. Je ne sais plus ce que vous me disiez d'ailleurs. Écologie relationnelle. Écologie relationnelle. Oui, parce que... alors en fait, est-ce que c'est en répondant aussi à ma propre thérapie quelque part? Je trouve qu'en politique, par exemple, il n'y a pas une très bonne écologie relationnelle. C'est très violent le plus souvent et il y a peu de respect, peu d'écoute. Et j'en ai sans doute fait partie aussi. Et du coup, quand j'ai repris mon métier, pour moi, l'écoute était important, mais pas seulement. C'est aussi comment je peux être présent. Parce qu'en politique, on développe un truc, confidence pour confidence, on apprend à être là sans être là. Et donc on va serrer des paluches, on va parler à des gens et des fois on est ailleurs, on est avec son téléphone ou on ne les écoute pas vraiment. Et pour Vous retrouver avez dû en faire des réunions Ah, j'en ai fait, ouais. fatigantes de discours. Ouais, au bout du compte c'est fatigant, mais même moi qui étais formé en psy, eh ben, je suis tombé dans ce piège-là à certains moments. Et c'est pour ça que je dis écologie relationnelle, parce que ma vigilance première en tant que psy aujourd'hui, c'est d'être en 100% présence. Et si je peux plus l'être, je me repose. Donc j'ai mis par exemple un quart d'heure, 20 minutes entre chaque séance. Je n'ai pas enchaîné les séances parce que j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me poser. C'est honnête. Et voilà. Parce que sinon j'y arrive plus et là ça part en sur-régime. C'est honnête. Alima, la dernière question. Et un de vos outils en tant que psychothérapeute, c'est le jeu du roi et de la reine. Donc on s'est réunis, Clémence, Morgane et Lucas, pour dire que vous êtes le roi des invités. Merci, vous pouvez quitter le divan. La séance est terminée, ce sera 45 €. Comment vous réglez? Merci. Ça fait quoi de passer sur le divan, Jean-Philippe Magnien? C'était très agréable et puis je trouve que c'est très dynamique, très, très humain, très liant. Voilà, donc bravo pour la préparation de cet entretien. Merci Bah, beaucoup. merci. À tout de suite pour le débat tous égaux. Merci Jean-Philippe, à tout de suite. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.